Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire de ce mardi 5 mars 2019. Le nombre des députés. Société pour démarrer, nommé en décembre dernier, représentant spécial pour la République centrafricaine, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a officiellement donc pris fonction. Il est aussi donc chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA. Donc suivons ce reportage. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai eu ces quelques moments d'échange avec le président de la République. Naturellement, nous avons parlé de la mission dont je suis chargé par le secrétaire général des Nations Unies. Nous avons parlé également de la situation dans le pays et surtout de notre volonté commune, Nations Unies et République centrafricaine, de travailler la main dans la main pour la mise en œuvre de cet accord historique de paix et de réconciliation signé le 6 février dernier. J'ai salué également le leadership du président de la République, son esprit d'ouverture, son engagement personnel et celui de son gouvernement qui ont permis d'aboutir à cet accord. Je salue également l'esprit de toutes les parties prenantes, leur engagement également à tout faire pour que l'accord se traduise en actes concrets. Et je lui ai dit et redit le soutien du secrétaire général des Nations Unies, le soutien de tout le système des Nations Unies pour que tout prochainement qu'on puisse voir les résultats concrets de la mise en œuvre de cet accord. Et j'ai redit également mon engagement personnel en tant que chef de la MINUSCA, l'engagement de toute mon équipe à travailler en étroite collaboration avec le président de la République, à recueillir ses vues, ses analyses et surtout à mieux comprendre ses attentes pour pouvoir aider. Nous ne sommes pas là pour diriger quoi que ce soit, nous sommes en tant que Nations Unies là pour accompagner un gouvernement, travailler avec le gouvernement, travailler avec toutes les parties prenantes intéressées par la sécurité, la stabilité, la paix et le développement de la République centrafricaine. Voilà ce que je voulais dire, en remerciant encore une fois M. le Président de la République, en remerciant son ministre des Affaires étrangères également, qui m'a fait le privilège de me recevoir également un peu avant le Président de la République. Voilà donc, mesdames et messieurs, à présent, nous allons accueillir l'invitée du jour. Elle s'appelle Madame Fatoumata Soli. Elle est donc responsable du Centre d'apprentissage populaire. Bonjour, Madame Soli. Bonjour, Madame Léna. Bienvenue dans Midi Actu. Merci. Alors, aujourd'hui, donc, vous êtes notre invitée pour la question éducation. Et justement, donc, nous nous intéressons ce jour à un programme d'alphabétisation initié au niveau de la banlieue dakaroise, une manière donc de lutter, entre autres, contre la déperdition scolaire, la déscolarisation et ainsi garantir un meilleur avenir aux jeunes. Suivant ce reportage, extrait du film de Massamba Diagne. Avec une population estimée à 60 000 habitants, Malika est érigée en commune d'arrondissement en août 1996. Ce quartier fait partie des localités qui ont payé cher les conséquences des mesures de déguerpissement prises pour désengorger Dakar. Les jeunes qui sont au niveau de la banlieue manquent de perspectives d'avenir réelles. D'une part, il y a ce manque de formation et de qualification. D'autre part, également, il y a la promiscuité qui est là. Et tous ces facteurs concourent à entraver un bon épanouissement pour le jeune. Ce qui est spécial à Malika, c'est la décharge de Mbabas. Tout le monde connaît Mbabas. C'est une décharge qui est là. Lorsque vous y allez, vraiment, vous avez envie de pleurer. Vous voyez des jeunes en âge d'aller à l'école, des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, et même moins que ça, qui sont en train de travailler là-bas pour trouver de la pitance. Malika, comme la majeure partie des banlieues de Dakar, est touchée par le phénomène d'abandon scolaire.
Ici, à cause des difficultés d'accès et de prise en charge, le taux de déperdition scolaire dépasse la moyenne nationale de 54%. Nous sommes dans cette zone-là qui est à 0 mètre de la décharge de Mbebes, qui polarise énormément de jeunes donc, qui sont en déperdition scolaire, qui fréquentent donc cette décharge. Malika également avait une série d'auberges qui étaient installées tout au parcours au niveau de la plage. Vraiment, il y avait des conditions de déviance qui étaient en train d'être réunies au niveau de la zone. Face à l'ampleur du phénomène, l'ONG Alphabétisation, Développement durable Alphadev, fort de son expérience en formation des jeunes, ouvre un centre d'apprentissage populaire dans le cadre de son programme de mise à niveau et de soutien à l'insertion socio-professionnelle de jeunes déscolarisés ou analphabètes de la commune d'arrondissement. Alors donc, Madame Soli, nous venons de voir ce reportage de notre confrère, donc collègue aussi, Massamba Thian. J'aimerais d'abord savoir comment est-ce qu'est ficelé le partenariat avec les ateliers qui doivent accueillir les jeunes apprenants. Ok, d'abord, merci Hélène de l'invitation que vous nous avez faite pour nous donner l'occasion de vraiment partager ce que nous sommes en train de faire au niveau de la banlieue. Donc, nous sommes une organisation non gouvernementale qui est au niveau de la banlieue qui s'appelle Alphadev, donc qui travaille pratiquement sur l'alphabétisation, mais aussi sur l'éducation des jeunes. Donc, notre mission principale, c'est de contribuer au renforcement de capacité des populations, donc vers une autonomisation et un développement durable. Donc, ce programme, c'est un programme qui s'appelle un programme de mise à niveau et de soutien à l'insertion des jeunes déscolarisés et analphabètes. Donc, il s'agit pour nous de mettre en place un centre d'apprentissage populaire, parce qu'on a vu vraiment au niveau de la jeunesse, donc il y a vraiment un fort taux de décrochage scolaire. Aussi, il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, si on voit aujourd'hui l'alphabétisation au Sénégal, l'analphabétisme plutôt, donc on voit qu'il y a 39% des jeunes qui sont analphabètes. Donc, pour un peu apporter une réponse à cette problématique, donc on a à mettre en place ce centre d'apprentissage qui accueille des jeunes déscolarisés et analphabètes pour une durée de 3 ans. Donc, nous travaillons avec des maîtres artisans, donc, comme on les appelle. Donc, ce sont des ateliers qui sont dans la localité, donc, qui accueillent ces jeunes-là sur la base d'un protocole qu'on a signé avec eux. Parce qu'on a fait une étude pour voir quels sont les ateliers qui pourront vraiment nous accompagner dans le processus de formation de ces jeunes-là. Donc, ces ateliers, donc, il y a des critères qui ont été définis. Sur la base de ces critères, donc, on a mis en place ces jeunes dans la formation, dans les ateliers. Donc, l'autre aspect, c'est la collaboration avec l'État. Parce qu'on s'est dit que puisque ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui vont être formés, certes, mais qui vont être aussi insérés. Donc, pour être insérés dans la vie socio-économique, donc il ne s'agit pas, il n'est pas intéressant de former les jeunes, ensuite de les laisser comme ça. Donc, il faut essayer vraiment de les caser quelque part. Donc, pour cela, on a vraiment eu à travailler avec l'État à travers la direction de l'apprentissage et la direction des examens et concours professionnels pour que ces jeunes-là puissent, au bout des 3 ans, puissent être certifiés et avoir un CAP d'État qui va vraiment faciliter leur insertion dans le marché du travail. D'accord. Et donc vous avez parlé de la catégorie des jeunes qui sont donc ciblés. Il me semble que ce sont les analphabètes et les déscolarisés. Mais comment est-ce que vous arrivez à les cibler? Comment vous les identifiez, ces jeunes-là? Voilà, donc on est dans la banlieue, donc on est avec ces jeunes, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, donc ils sont là. Parce que nous, au début, on travaille avec les femmes dans les classes d'alphabétisation. Mais à un certain moment, on a vu dans les centres d'alphabétisation des jeunes qui venaient suivre les cours. Et on se disait que vraiment ces jeunes-là, ce n'est pas ici leur part. Il faut qu'on essaye de développer une offre. C'est pour cela qu'on a fait une enquête au niveau de la zone et on a vu vraiment qu'il y a un besoin de formation de ces jeunes-là qui ne sont pas des jeunes qui ne font rien absolument. Il y a aussi la décharge de Mbebes. Parfois, ils sont allés au niveau de cette décharge-là qui ne rapporte absolument rien dans la vie. Donc, on a eu vraiment à faire l'enquête et on a recruté ces jeunes-là. Donc, à travers nos groupements de femmes. Donc, au début, c'était à travers nos groupements de femmes. Mais présentement, avec notre deuxième promotion, donc c'est eux-mêmes qui viennent vers nous. Donc, on a reçu tellement de demandes. On était à 247 demandes lors de notre 3e génération. Mais malheureusement, on ne pouvait prendre que 60 parce que les moyens ne suivaient pas. Donc, on les
sélectionnent sur la base de leur scolarité, donc au niveau CM1, parce qu'on a vu qu'il y a des offres qui se font pour les jeunes qui ont un niveau plus ou moins élevé, niveau secondaire. Mais pour les jeunes qui sont en décrochage au niveau élémentaire, il n'y a pas pratiquement d'offres pour ces jeunes-là. Donc c'est pourquoi on a pris ces jeunes-là qui sont déscolarisés au niveau élémentaire et qui n'ont jamais été à l'école vraiment pour leur prendre en charge. Donc c'est sur cette base-là et sur aussi l'âge, parce que l'âge, on a situé l'âge entre 15 à 20 ans pour que ces jeunes-là vraiment puissent être pris en compte. Parce que c'est cet âge-là, la jeunesse c'est à partir de 15 à 20 ans. Donc c'est cette jeunesse-là qui sont là sans formation, sans qualification. Donc c'est sur cette base vraiment qu'on a eu. Et vous en êtes à combien de formations là, combien de... Allez, c'est quelle promotion vous en êtes? Nous sommes à notre 3e promotion, parce qu'on a démarré en 2012 avec une promotion de 60 jeunes. Donc en 2014, on a enrôlé 86 jeunes et là en 2018, on est à notre 3e génération avec 60 jeunes. Donc on a eu à former 206 jeunes de 2012 à nos jours. Très bien. Et vous avez dit tout à l'heure que les formations sont donc certifiées et reconnues par l'État. Mais au sortir de ces formations, quelles sont les possibilités d'emploi qui s'offrent à quelle catégorie? Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, dans la collaboration toujours avec l'État, donc on travaille avec le lycée technique Limamou Laye de Guédiawaye. Donc il y a ces professeurs-là que le lycée a mis à notre disposition qui renforcent ces jeunes-là au niveau de la formation théorique. Donc puisqu'on utilise les référentiels de l'État, donc il va falloir qu'il y ait des gens qui vraiment ont des compétences sur ces référentiels, puissent apporter une bonne formation aux jeunes. Certes, les maîtres artisans sont là, mais ils n'ont pas les compétences requises pour que les jeunes puissent avoir une qualification professionnelle. Donc il va falloir qu'on travaille en concert avec l'ensemble des structures déconcentrées et décentralisées pour que ces jeunes-là puissent avoir leur CAP. Donc une fois qu'ils ont leur CAP, donc, on les accompagne. Parce que la finalité de la formation, comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement de les former et de les laisser, mais de les accompagner pour qu'ils puissent être insérés, qu'ils puissent vraiment être utiles au niveau de leur communauté, au niveau de la société. Donc après la formation, il y a une phase d'accompagnement. Donc il y a une formation sur comment faire un plan d'affaires, donc comment être un entrepreneuriat, comment gérer son entreprise. Donc on les encadre, les jeunes élaborent leur plan d'affaires, on les place aussi au niveau des entreprises de la place pour qu'ils puissent découvrir au niveau comment ça se passe au niveau des entreprises, parce que la formation en atelier et au niveau des entreprises, donc il y a une grande différence. Donc on les place dans les entreprises. Il y a même des jeunes qui sont, à l'issue de leur stage, sont pris par l'entreprise, ils sont déjà insérés. Très bien. Donc vraiment, nous ce qu'on veut vraiment, on veut développer vraiment l'entrepreneuriat de ces jeunes-là. Ces jeunes. Voilà. D'accord. Et à ce jour, est-ce que vous avez concrètement enregistré des cas qui ont quand même réussi à s'insérer et même par la suite monter leur propre affaire? Oui. Aujourd'hui, on a des jeunes, je peux dire, on a une trentaine de jeunes qui sont insérés soit dans les entreprises, soit ils ont monté leur propre micro-entreprise, comme on le dit. Donc au niveau de la banlieue, donc, il y a des jeunes qui ont eu à monter leur micro-entreprise, des groupes de filles et des groupes de garçons. Il y a certains qui sont aujourd'hui dans les entreprises de la place, qui sont embauchés et qui travaillent. Donc on est environ à 30 jeunes qui sont aujourd'hui insérés. Et depuis longtemps, on parle beaucoup d'alphabétisation avec les mêmes acteurs et les mêmes opérateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que le secteur a réellement bougé? Sinon, quelles seraient les solutions que vous préconisez? Bon, concernant l'alphabétisation, je crois que même si le secteur a bougé, donc c'est timide. Donc c'est timide parce que le secteur ne peut pas bouger s'il n'y a pas de ressources suffisantes. Parce que si on voit, on est à 54% des analphabètes, dont 62% de femmes et comme je le disais tout à l'heure, 39% de jeunes, avec un budget de moins de 1%, 0,22% qui est attribué à ce secteur-là. Donc ça ne peut pas vraiment faire grand chose par rapport à le besoin qui est là. Donc je crois qu'il y a les ressources insuffisantes qui est là. Ça ne nous permet pas vraiment de booster ce secteur-là. Et il y a aussi quelque part peut-être la volonté politique qui ne suit pas. Donc je crois que ça aussi... Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous?
Bon, selon la première chose qui devait être faite, c'est d'abord d'augmenter le budget. Parce que lors de la conférence de Bamako en 2017, on avait dit à tous les États d'augmenter le budget à 3%. Jusqu'à aujourd'hui, cette augmentation-là n'a pas été effective. Donc je crois que la première chose, c'est d'augmenter le budget et de pouvoir assainir le secteur. Donc, assainir le secteur pour voir les gens qui vraiment contribuent au développement de ce secteur-là dans l'alphabétisation. Parce qu'on a pratiquement beaucoup d'opérateurs. Pratiquement, il y a plus de programmes et aussi il ne faut pas vraiment que l'alphabétisation soit quelque chose qui est influençant. Il faut articuler l'alphabétisation avec le développement durable. Il faut tout à fait. Oui, voilà. D'accord. Et nous sommes le mois de mars, un mois généralement donc consacré à la femme. Parlant justement de cette question de la déperdition scolaire et de la déscolarisation, qu'en est-il par rapport à la place des jeunes filles dans ce projet? Voilà, dans ce projet, je crois que nous avons fait une discrimination, comme on le dit, positive des filles. Parce que lors de notre recrutement, 60% sont des filles. Parce qu'on a vu que la plupart des filles, c'est elles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est elles qui sont la plupart des analphabètes ou qui ont quitté très tôt l'école par des problèmes de famille ou de ressources ou des travaux domestiques. Oui. Voilà, donc c'est elles qui sont Parce que souvent, c'est vrai qu'elles doivent aider les parents voilà, c'est elles qui sont à subvenir aux besoins victimes de la famille. Voilà, c'est pourquoi 60% vraiment de nos cibles, ce sont des filles. Et ces filles-là, vraiment, on leur donne une place importante dans la formation. Parce que les femmes, c'est eux vraiment qui sont les leviers du développement de notre pays. Donc les filles-là, ils sont entrés, on les sensibilise. Il y a un package de protection qui suivent dans la formation. Donc, il y a la politique de protection de l'enfant pour qu'on soit sûr que ces jeunes-là sont dans un environnement sécuritaire de formation. Donc, ils ont aussi, vraiment, on les a sensibilisés pour qu'ils puissent entamer des filières qui sont traditionnellement réservées aux garçons, comme l'électricité, la mécanique auto, donc la construction métallique. Aujourd'hui, il y a des filles vraiment qui sont formées sur ça et qui ont leur diplôme sur ces filières-là. Mais il reste toujours vraiment la difficulté de les insérer parce que ce sont des considérations. Il y a une discrimination négative de l'autre côté. Voilà, oui, ce sont des considérations sociales parfois qui ne leur permettent pas, qui ne facilitent pas de les insérer dans les entreprises. Mais on va continuer avec eux pour voir comment les aider à mettre en place leur micro-entreprise. Tout à fait. Donc, vous restez avec moi, Madame Soli, pour la suite de Midi Actu, qui se poursuit d'ailleurs juste après ceci. Alors, côté santé, l'hôpital pour enfants Albert Royer dispose désormais d'une plateforme de biologie moléculaire, un équipement qui permet donc au pays de faire face au cas de méningite chez les enfants. La réception a été faite en présence des partenaires de l'État qui ont contribué également à la réalisation de ce projet. Donc, suivons ce reportage. La plateforme est constituée d'équipements de pointe de biologie moléculaire qui vient combler ce gap et en même temps renforcer l'objectif du gouvernement sénégalais à capaciter les laboratoires dans le diagnostic des maladies infantiles pour une meilleure prise en charge de la santé mère-enfant. Les États-Unis et le Sénégal travaillent ensemble depuis 2015 pour mieux prévenir, détecter et traiter les épidémies de maladies infectieuses. Un solide système national de surveillance et de capacités de laboratoire sont bien sûr indispensables à chaque pays pour répondre aux défis que nous tous nous affrontons, aux défis des épidémies qui sont encore présentes en Afrique et ailleurs aussi. Aujourd'hui, l'hôpital Albert Royer est en mesure d'assumer pleinement son rôle de site sentinelle de surveillance des méningites pédiatriques. Mieux, avec ses équipements et le renforcement des capacités du laboratoire ainsi que du personnel, Albert Royer devient un centre de référence national en matière de diagnostic moléculaire pour les méningites pédiatriques.
Alors, l'hôpital Albert Royer, l'hôpital pour enfants qui dispose d'un nouveau matériel pour lutter contre les cas de méningite chez les enfants, c'est une bonne initiative, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est une bonne initiative, surtout nous qui venons de la banlieue, les enfants de la banlieue, pratiquement tout le monde. Au niveau de la banlieue, s'ils ont des problèmes au niveau des enfants, ils vont vers l'Albert Royer. Je crois que c'est une bonne initiative vraiment qui va contribuer vraiment au maintien de la bonne santé des enfants. Ce qui est très bien aussi pour la poursuite de l'école. Voilà. Voilà. Tout à fait. Et nous passons, mesdames et messieurs, à la dernière partie de ce magazine. Voilà, donc on découvre qui est l'inventeur de la pile voltaïque. C'est la raison pour laquelle on parle de volt pour les piles et tout que nous utilisons à ce jour. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'il est arrivé à créer cette pile. C'est en disséquant une grenouille. Il s'est rendu compte en fait qu'il y avait de l'électricité chez les animaux. Donc il faut toutes sortes d'expériences pour arriver à quelque chose d'assez utile pour l'être humain. Je crois que c'est vraiment intéressant. Et c'est de la curiosité. Je crois que nous, au niveau de l'Afrique, au niveau du Sénégal, on doit s'inspirer de ces initiatives-là pour qu'on pousse profondément notre curiosité, pour qu'on puisse vraiment inventer des choses. Je crois que c'est regrettable vraiment qu'il... Bon, il y a encore des jeunes ici qui sont assez créatifs au niveau de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, je pense que nous aussi, nous sommes un peu sur la bonne voie. Voilà, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et avec la formation de ces jeunes-là qui sont là, je crois qu'on doit vraiment aller dans ce sens-là pour que les jeunes puissent vraiment être des porteurs de projets et qui peuvent vraiment développer des choses extraordinaires. Je crois qu'on est sur la bonne voie et peut-être on va y arriver. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Madame Soli, d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir c'est à nous. Merci à vous de nous donner l'occasion de partager un peu ce qu'on est en train de faire pour les jeunes. Très bien. Et vous revenez quand vous voulez dans Midi Actu. Merci. Voilà, donc elle était l'invitée de ce jour dans Midi Actu. Il s'agit de Madame Fatoumata Soli, responsable du Centre d'apprentissage populaire. Et c'est la fin de votre magazine. Nous revenons demain à partir de 12 h. Et tout de suite, comme tous les jours, on se quitte avec la météo du jour. Au revoir. Nationale, le nombre des députés.